C'est une petite fille qui était espiègle, pleine de vie, coquine, parce qu'elle elle aimait faire des farces, elle aimait se moquer. C'est une des dernières photos que j'ai d'elle. Quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle me parle et qu'elle me dit vas-y, fonce. Et on va y arriver, quoi, malgré tout, quoi. Donc j'ai l'impression qu'elle est là quand je la regarde, celle-là. Les derniers souvenirs de bonheur de Yannick Reverdy avec sa fille, Enea, remontent à l'époque où elle était enfant. Ses liens, avec elle et sa petite sœur, ont été brisés lors de son divorce, il y a 15 ans. Un divorce qui a plongé cet homme dans un engrenage cauchemardesque, jusqu'à la mort de sa fille aînée. Ça me détruit de la voir là. C'était une poulette superbe, quoi, et qui a été fracassée, quoi. Et ça, pour moi, je ne le digère pas. Je ne le digère pas, voilà. On aurait pu à maintes reprises la sauver et on l'a pas fait. Voilà. Enea avait tout juste 18 ans. Sa mère, Maëlys Daubon, est soupçonnée de l'avoir empoisonnée durant des années, au point de la tuer, et d'avoir tenté d'empoisonner son autre fille. Cette femme à la personnalité hors norme pourrait souffrir d'un trouble rarissime, le syndrome de Munchausen par procuration. Le 13 novembre 2019, à Dax, dans le sud-ouest de la France, les secours interviennent dans cette maison rose. Dans la chambre, à l'étage, ils trouvent Enea inanimée. Après des convulsions, elle ne respire plus. La jeune fille est transportée dans cet hôpital dans un état critique. Elle décède 5 jours plus tard. Les expertises révèlent qu'elle a ingéré l'équivalent de 50 cachets de propranolol, un bêta-bloquant qui, à haute dose, peut provoquer une crise cardiaque. Interrogée, sa mère explique aux policiers que sa fille était dépressive. Mais sur place, aucune trace de plaquettes de médicaments, aucun mot d'adieu. Surtout, ils ne retrouveront jamais le téléphone de l'adolescente. Maëlys Daubon prétend qu'elle ne sait pas où il se trouve, mais les policiers pensent que c'est elle qui a subtilisé l'appareil et qu'elle leur ment. Ils vont alors retracer son parcours et dessiner le portrait d'une femme charismatique, mais affabulatrice. Ils entendent notamment cet homme, son compagnon à la fin des années 90, tomber sous le charme de son élégance et de son assurance. Elle a fait des hautes études de défense nationale, elle est en contact permanent, réserviste, elle peut être appelée à tout moment s'il y a une guerre. Elle participe aussi à différents projets immobiliers. Mais au fil de leur vie commune, il a des doutes. Il se rend compte qu'elle vit surtout sur l'argent de sa famille et lui ment sur tout son quotidien. C'est un chat, c'est une personne très intelligente qui retombe toujours sur ses pattes et qui arrive à vous faire comprendre qu'en fait, c'est vous qui avez mal compris. Dès que mes questions commençaient à être un petit peu trop avancées, dures, que je la confrontais à la réalité, je la retrouvais dans la salle de bain, assise, en train de suffoquer, la respiration courte, et en train de me dire que elle est en train de faire un malaise cardiaque. Moi, je vais appeler les secours, je vais appeler les pompiers, je vais appeler le SAMU. Non, surtout pas. J'ai l'habitude, voilà. Donc voilà, c'est toute cette accumulation qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit, voilà quoi, il faut que ça cesse. Il la quitte en 2000, après 2 ans de vie commune. Quelques mois plus tard, lors d'une soirée, Maëlys Daubon séduit Yannick Reverdy, alors joueur de handball professionnel à Bordeaux et ancien membre de l'équipe de France. Il emménage chez elle, mais au bout de quelques mois, il veut la quitter pour partir dans un club à l'étranger. Là encore,
Maëlys Daubon se dit victime d'une attaque cardiaque. Première alerte un peu étrange. Et puis, quelques semaines plus tard, l'appartement dans lequel nous vivons va prendre feu en pleine nuit, quoi. Voilà. Les pompiers n'expliqueront pas vraiment. On pense que c'est peut-être un téléviseur qui a implosé. En tout cas, je reste droit dans mes bottes. Je lui dis que je vais quand même partir en Allemagne, reprendre ma carrière. Et après, à la suite de ça, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Voilà. Donc, j'ai quand même le sentiment d'avoir été obligé. Voilà. Yannick Reverdy demande Maëlys Daubon en mariage. Enea naît en 2001. Et 2 ans plus tard, le couple a une seconde fille. Bon an, mal an, la famille déménage au gré des transferts de Yannick Reverdy. Il joue en Espagne, en Norvège. De retour en France, en octobre 2009, Yannick Reverdy annonce qu'il veut divorcer et quitte le domicile conjugal. Sa vie bascule. Maëlys Daubon disparaît avec ses 2 filles. Je vais aller au commissariat. Et là, au commissariat, on me dit oui, on est au courant, puisque votre ex-femme a porté plainte contre vous. Je commence à porter plainte. Oui, pour des violences. OK. Mais elle est venue avec un certificat qu'on qualifiera de complaisance. Et le médecin légiste l'a vu. Et il a infirmé ce qui était écrit dans le premier certificat. Et là, il va y avoir un déferlement de sa part, c'est-à-dire qu'elle va s'acharner à m'évincer de la vie de mes enfants. Le juge aux affaires familiales accorde un droit de visite au père uniquement 2 après-midi par semaine. Et parce que le divorce est conflictuel, ordonne une enquête sociale. Elle est menée par Geneviève Pendanx. Mandatée par la justice, durant 1 an, elle va rencontrer plusieurs fois les 2 parents et surtout les filles, qui au fil des mois, se seraient montrées de plus en plus agressives avec leur père. Force est de constater que leur discours est stéréotypé. Lorsque je les interroge sur les raisons du rejet de leur père, elles me disent il est méchant. Lorsque d'autres questionnements deviennent plus approfondis, elles ne peuvent pas répondre. Elles reprennent souvent mot pour mot les propos des adultes. Elles m'ont dit tu veux nous enlever à maman. Elles souhaitaient que le papa il aille en prison, le juge, on n'en a rien à faire. Elles étaient vraiment aliénées. C'était les petits soldats de la maman. L'enquêtrice observe que cette instrumentalisation provoque chez Enea des troubles physiques et psychiques. Elle avait des trous dans les cheveux, elle s'arrachait les cheveux. Elle piquait des crises quand elle disait à sa sœur « je vais te tuer, il faut arrêter, maman va se suicider ». Enfin, c'était hyper mortifère. C'était elle, c'était que ça. J'en ai fait des enquêtes, mais j'avais jamais vu ça. Jamais. Et surtout, je répète, elle avait 8 ans. Dans le cadre du divorce, l'enquêtrice recommande que le père puisse davantage voir ses filles. Elle fait également un signalement préoccupant au juge des enfants à Dax. À partir de là, Maëlys Daubon restera sous surveillance permanente de la justice. Et les alertes sur sa nocivité pour ses enfants vont se multiplier. Maëlys Daubon est expertisée par le docteur Bonan en 2014. Ce psychiatre note une tendance à la manipulation et au théâtralisme. Maëlys Daubon surdramatiserait son divorce pour se poser, elle et ses filles, en victimes. La personnalité de madame était une personnalité gravement pathologique. Pour elle, la rupture était inconcevable. Ça entraînait chez elle une véritable blessure narcissique au niveau de l'image de soi. Et la seule façon de redorer son image, c'était de démontrer qu'elle était victime de son ex-conjoint. Le mauvais objet, c'est le père. Le bon objet, c'est elle. Et d'ailleurs, je suis tellement bon objet que je m'occupe de mes filles. Elles sont malades à cause du père et je les fais soigner. Le médecin suggère que les filles soient suivies en lieu neutre, sans la présence de leur mère, et que celle-ci engage une psychothérapie. Un an avant la mort d'Enea, une psychologue de l'aide sociale à l'enfance qui suit la famille émet une hypothèse inquiétante. Maëlys Daubon pourrait être atteinte
du syndrome de Munchausen par procuration. Un trouble qui se manifeste par une maltraitance très grave, très souvent de la mère, qui trompe les médecins en induisant ou en inventant des troubles de santé chez son enfant pour se faire plaindre par son entourage. La psychologue s'appuie sur le dossier médical d'Enea. Dans les 2 ans précédant sa mort, la jeune fille mineure consulte avec sa mère une trentaine de médecins différents qui lui prescrivent pour un état dépressif, anxiolytique, neuroleptique, psychotrope. Et pour des migraines, du propranolol. En 2018, Enea est progressivement déscolarisée du lycée. C'est un récapitulatif des attentes. Rendez-vous médical, élève malade, élève malade, élève malade, rendez-vous médical, perte d'un proche, hospitalisation. Ouais, je pense que c'est ça. Emmanuel Ortolo, le proviseur, fait un signalement à la justice, convoque plusieurs fois la mère, réclame des explications aux médecins. En vain. Je n'ai jamais eu de maladie caractérisée qui aurait pu justifier, comme un gamin qui a une leucémie, un gamin qui est atteint d'un cancer quelconque. Effectivement, cette jeune fille, sur la fin, je vous dis, avait une tête extrêmement marquée, quoi. Je vous dis, des saignements aux yeux, des saignements au nez, enfin, c'était absolument terrible, terrible. Et on sentait que cette jeune fille était en souffrance totale. Ouais. Au lycée, Maëlys Daubon serait même allée jusqu'à annoncer la mort prochaine de sa fille à plusieurs parents d'élèves. Comme cette femme, qu'elle croise en 2019. On se retrouve pour faire le point et donc là, elle nous annonce qu'elle a passé tout l'été au chevet de sa fille, qui était hospitalisée pour une leucémie, et qu'elle a passé l'été aussi à préparer les obsèques de sa fille, puisque, a priori, elle est en fin de vie, et donc voilà, il faut qu'elle s'y prépare. Le père pressent un engrenage macabre. Il exige que la garde d'Enea et sa sœur soient retirées à leur mère. 7 juin 2019. 5 mois avant le décès d'Enea, on est encore devant un magistrat. J'ai le dossier médical de ma fille pour les 18 derniers mois. J'ai peut-être 20 cm de documents. Et je dis à la magistrate, est-ce que le prochain document que je mets sur le dossier médical de ma fille est un certificat de décès? C'est le dernier moment où on peut la sauver. On a un psychiatre, des psychologues, des éducateurs, des magistrats. On est tous là. On voit qu'il va y avoir un drame. On hurle qu'il va y avoir un drame. Et personne ne prend de décision. Le 13 novembre 2019, Enea fait son grave malaise et plonge dans le coma. Puis les médecins annoncent à son père qu'elle est en état de mort cérébrale. J'irai une dernière fois dans le week-end lui dire au revoir, l'embrasser, respirer une dernière fois son odeur et m'excuser, quoi. M'excuser de pas avoir pu la sauver, quoi. Quelques semaines après la mort d'Enea, les policiers perquisitionnent le domicile de Maëlys Daubon et saisissent son téléphone. Ils y découvrent des recherches sur Internet sur les overdoses au bêta-bloquant, les médicaments qui ont tué Enea. Intoxication au bêta-bloquant. Propranolol. Des recherches effectuées 6 mois avant la mort de la jeune fille. Tentative de suicide de mon fils 17 ans par bêta-bloquant. Et qui ont ensuite été effacées de l'historique du navigateur. Les enquêteurs placent Maëlys Daubon en garde à vue et la confrontent à ces éléments troublants. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai rien administré à Enea. C'était la prunelle de mes yeux, mon premier enfant. On aimait tous Enea. Les policiers interrogent également la sœur d'Enea, qui était présente dans la maison le matin du drame. Elle prend la défense de sa mère
Même quand les enquêteurs lui révèlent avoir trouvé dans ses propres analyses de sang des traces de propranolol. Maëlys Daubon est mise en examen pour empoisonnement sur ses 2 filles et incarcérée. Pour l'avocat du père, Maître Laforcade, le passage à l'acte de Maëlys Daubon pourrait s'expliquer par le trouble dont elle serait atteinte. Dans le syndrome de Munchausen par procuration, cela fonctionne à partir du moment où l'enfant, qui est sous emprise, qui est sous soumission, n'a pas de velléité ou n'exprime pas de velléité de départ. Or, lorsque vous interrogez les proches d'Enea, quelques jours avant son décès, elle parlait de projets, peut-être même de partir de la maison. C'est très en concordance avec ce syndrome qui apparaît dans le dossier, où à partir du moment où l'objet de soumission, on a la sensation qu'il nous échappe, le pire peut arriver. Et c'est documenté. C'est tout ça le dossier Daubon. L'avocat de Maëlys Daubon, lui, rappelle que dans les nombreuses expertises, Dossier d'assistance éducative. le syndrome de Munchausen n'est resté qu'une hypothèse. J'ai 8 expertises. De tout le monde, hein. Gérard Danglade affirme que le téléphone de sa cliente était également utilisé par ses filles. Par ailleurs, il souligne que Maëlys Daubon était absente une bonne partie de la matinée du drame. Elle n'aurait donc pas pu faire ingérer les cachets à Enea. C'est des médicaments qui lui ont été prescrits il y a longtemps. C'est des médicaments qui ont été prescrits à sa mère. C'est des médicaments qui, incontestablement, se trouvaient dans le domicile de la famille. Il y a une première hypothèse qui est qu'il y ait eu une intervention extérieure pour que Enea absorbe ces médicaments. L'autre hypothèse, c'est qu'elle les ait absorbés volontairement. Enea avait des problèmes psychologiques lourds, graves. Il faut savoir, et ça on l'a lu totalement, qu'il avait été envisagé une hospitalisation en milieu psychiatrique d'Enea et que sa mère y était favorable, mais Enea n'était pas favorable. L'année dernière, Maëlys Daubon aurait en tout cas apporté un nouvel indice de la haine qu'elle vouerait toujours à son ex-conjoint. À la maison d'arrêt de Pau, plusieurs codétenus ont raconté qu'elle leur avait demandé de l'aide pour éliminer son ex-mari et faire disparaître son corps. Je l'ai toujours dit, elle est capable de tout, quoi, en fait. Parce qu'il n'y a pas de limite, c'est nos limites. Donc je peux croire que, perdu pour perdu, elle puisse solliciter des gens pour que je paye définitivement. Là-dessus, j'en suis conscient. On peut se dire que c'est sans fin, en fait, et que c'est glaçant. Il y a un personnage hors norme qui décide de tout détruire. Et autour, on a des gens qui ne sont pas suffisamment compétents dès le départ pour juguler ça. Vous imaginez bien que j'en veux à la terre entière. J'en veux à la terre entière. Maintenant, au milieu, je ne vais pas détailler un par un ceux qui ont fait des bonnes choses, mais la résultante, c'est qu'Enea est morte. Yannick Reverdy n'a aujourd'hui plus aucun contact avec sa seconde fille, qui soutient toujours Maëlys Daubon. Celle-ci reste présumée innocente et sera jugée l'année prochaine pour l'empoisonnement sur ses 2 enfants, ainsi que pour le projet criminel visant son ex-mari. Lydie, 55 ans, veut rester anonyme. Dans son entourage, peu de personnes savent que sa sœur est accusée d'un crime horrible, le meurtre de sa propre fille. Ça fait mal parce qu'il raconte un peu n'importe quoi surtout. Tout est déformé de toute manière. Même si tout est contre elle, pour moi non. C'est impossible. Anita Varnereau, 53 ans, risque la réclusion criminelle à perpétuité. Elle est accusée d'avoir empoisonné, étranglé et asphyxié sa fille Marie, 17 ans,
C'était en février 2014. Depuis le début de cette affaire, Lydie et son frère David soutiennent leur sœur. Pendant 4 jours, ils vont assister aux audiences d'un procès riche en rebondissements. Anita a donné naissance à Marie le 21 février 1996. Un bébé né d'une relation avec Jean-Luc Corveau. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Lui était ambulancier, elle auxiliaire de vie dans une maison de repos. Très vite, Anita tombe enceinte, mais le couple se sépare au bout de 3 mois. D'un commun accord, Anita a la garde de l'enfant. Jean-Luc voit Marie de temps en temps, comme ici lors du baptême. Anita a grandi à Mincy, dans cette maison, auprès de Madame Venu. Tout ça, c'est des souvenirs, voilà. Là, c'est ma nénette. Madame Venu n'est pas la mère biologique. Anita, née de parents un peu bohèmes, Ah bah ça, c'est Anita. a été placée bébé chez elle. Bah, c'est toujours le même. 30 ans plus tard, Marie, elle est là. c'est avec l'aide de cette mère de substitution qu'Anita va élever sa fille Marie. Et bien là, c'est Marie. C'est sa mère qui donne à manger à Marie. Et puis là, j'ai encore Marie. Michel Elle est belle ou elle est pas belle? se souvient d'une relation fusionnelle entre Anita et sa fille. Il y avait eu une grosse attache ensemble. Il y avait beaucoup d'amour entre les deux. C'était vrai. Elle s'arrangeait toujours pour arriver à la satisfaire tout le temps. Anita et Marie habitent à quelques centaines de mètres de là. Un appartement au premier étage de cette petite maison. Une vie à 200 histoires jusqu'en 2012, quand Anita déménage chez son nouveau compagnon, un homme rencontré quelques années plus tôt. Marie a alors 16 ans. L'adolescente refuse de la suivre et reste vivre seule dans l'appartement. Sa mère vient tous les jours lui faire les courses et le ménage. Marie, elle, passe de plus en plus de temps avec ses copines. Elle est sur cette photo-là. Sur cette photo-là. Celle-ci, c'était chez moi. Avec Marie, on aimait bien se prendre en photo, en fait. Tout le temps, on se prenait en photo. Alexia et Marie se sont connues au collège. À l'époque, elle était plutôt bonne élève. Mais peu à peu, aux études, Marie semble préférer les fêtes et les petits copains. Un comportement qui agaçait Anita Varnereau. Alexia se souvient que la mère et la fille, au caractère bien trempé, se disputaient souvent. Elle se prenait la tête pour rien. Par exemple, je sais pas, avec Marie, par exemple, on avait mangé le soir, il n'y avait pas la vaisselle de fête, ben, sa maman est râlée, du coup, Marie, ça lui plaisait pas, donc du coup, ben, ça partait un petit peu en cacahuète. Mais c'était des petites disputes, enfin, c'était rien de méchant, en fait, parce qu'elles avaient toutes les deux un caractère fort, donc du coup, ben, de caractère fort, ça fait un éclat après. Selon Alexia, Marie cherchait un boulot de vendeuse pour prendre son indépendance vis-à-vis de sa mère. Elle allait avoir 18 ans le 21 février 2014. Elle est morte 4 jours avant. Ce 17 février, en début d'après-midi, Michel Venu assiste à une scène à peine croyable. Anita est présente dans la maison quand son téléphone sonne. C'est un message vocal qu'elle entend. Elle explique à sa mère que Marie vient d'être assassinée. Voilà, le téléphone, il était là. Là. Elle s'est mise à hurler. Alors celui ou ceux qui parlaient, j'en sais rien. Toujours est-il que ceux qui disaient « On a tué ta fille ». Anita et Madame Venu se précipitent chez Marie. Dans la chambre sous les toits, la jeune fille est morte, allongée sur son lit, en sous-vêtements. Des images restées gravées dans la mémoire de Madame Venu. Son lit, il était comme ça. Le lit était comme ça. La tête était là. Entourée d'un machin autour du cou et sur la tête. Et 2 oreillers dessus. Elle était froide, complètement froide. La grand-mère court jusqu'au bar d'à côté pour prévenir la police. Dans l'appartement, les enquêteurs découvrent le sac de Marie renversé
Des feuilles de cour jonchent le sol, mais pas de traces d'effraction ni de biens de valeur volés. L'autopsie révélera la présence de zolpidem, un puissant somnifère, à une dose 6 fois supérieure à la dose thérapeutique. Un tel surdosage peut être à l'origine d'un sommeil très profond, d'un coma, voire du décès. Des marques de strangulation et d'étouffement sont également notées. Mais alors, qui pouvait en vouloir à cette adolescente a priori sans histoire? Tous les proches de la jeune fille sont interrogés. Et très vite, les soupçons se portent sur sa mère. Son ADN a été retrouvé sous 2 ongles de Marie. Et surtout, elle explique avoir effacé le message laissé par le prétendu tueur de sa fille. Elle est placée en garde à vue. Anita nie être l'auteur du meurtre. Mais en remontant la piste du fameux message, les enquêteurs font une troublante découverte. Grâce au relevé téléphonique, ils réussissent à déterminer que le message effacé a été laissé depuis une cabine avec une carte prépayée achetée dans ce tabac. Et sur la vidéosurveillance, ils voient Anita Varnero, le matin du meurtre, acheter justement une carte téléphonique. Pour les enquêteurs, Anita a tué sa fille, s'est appelée elle-même, a laissé un message sur son propre téléphone portable, et c'est ce message qui a bipé lorsqu'elle était chez sa mère. Anita reconnaît avoir acheté une carte, mais dit l'avoir perdue et nie avoir passé cet appel. Les enquêteurs ne la croient pas. Elle est mise en examen et incarcérée à la prison de Fleury-Mérogis. Sans aveu, reste la question du mobile. Les enquêteurs n'ont qu'une maigre piste. Anita n'aurait pas supporté que sa fille lui échappe. Quelques mois avant sa mort, Marie a confié à 2 de ses amis vouloir reprendre contact avec son père. Un père qu'Anita aurait peu à peu éloigné de sa fille. Jean-Luc Corveau n'a pas revu Marie depuis ses 8 ans. Je l'ai dit, je le redis, parce qu'il y a eu des menaces. Quelqu'un qui me dit, essaie de reconnaître, essaie de faire ceci et tu verras, tu la verras jamais. Je lui ai d'ailleurs demandé qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Elle n'a jamais répondu. Jean-Luc a 3 autres enfants, dont Jean-Baptiste, 20 ans. Il n'a jamais connu sa demi-sœur. Ce n'est qu'à sa mort qu'il a découvert son visage sur Facebook. Depuis, il a même fait graver une médaille en son nom. J'ai toujours questionné mon père à propos de Marie et il nous a toujours répondu qu'il fallait être patient, qu'un jour on se retrouverait tous ensemble. Jean-Luc Corveau s'est constitué partie civile pour comprendre ce qui est arrivé à Marie. Mais comme ses avocats, il ne peut que faire des suppositions sur le mobile. Est-ce que la mère, l'accusée, craignait que sa fille, à sa majorité, entreprenne des démarches pour découvrir et rencontrer son père? Et elle l'aurait tué pour l'en empêcher? Est-ce le mobile? On peut se poser la question. Dans ce genre de crime étrange, difficilement concevable, il est rare de pouvoir prouver, apporter une démonstration matérielle du mobile. On parle là de psychologie. Seul l'accusé, s'il a commis les faits, connaît son mobile. Depuis 3 ans, Anita nie avoir eu peur que sa fille retrouve son père. Et rien dans l'enquête n'a permis de l'établir avec certitude. Il y a 10 jours, devant la cour d'assises. C'est donc sans mobile évident et sans preuves irréfutables qu'elle comparaît. Dès le premier jour d'audience, son avocat qui retrouve Lydie, la sœur d'Anita, va tenter de démonter l'enquête. L'accusation cherche des billes, n'est pas capable et qu'ils ont une conviction, mais que visiblement elle ne correspond pas aux faits. Leur dossier était ficelé de telle manière, mais la réalité est différente. Maître Desquimpes
va notamment s'attaquer à la fameuse carte téléphonique. Pour lui, rien ne prouve que sa cliente a acheté la carte numéro 39, celle qui a servi à appeler son propre téléphone portable. On n'est pas en mesure de retracer ces cartes. Le buraliste dit qu'il a 10 cartes, qu'il en a vendu 3 et il lui en reste 5. Il lui en manque 2. Il y en a 2 qui ont disparu. Devant la cour, l'avocat va expliquer que cette carte a très bien pu être vendue un autre jour au vrai meurtrier de Marie. Et l'avocat va même aller plus loin. Il a apporté ce téléphone, celui de la victime Marie, qui aurait été retrouvé dans son appartement. L'appareil est immédiatement expertisé. À l'intérieur, 20 000 SMS. Notamment les derniers échanges de Marie avec son ex-petit copain. 5 jours avant sa mort, lors d'une dispute, elle lui annonce qu'elle pense être enceinte. Vu qu'on ne se parle plus, demain je vais faire un test. Si c'est positif, j'appellerai ta mère. Je vais tout balancer, que tu m'as baisé sans te protéger et que tu m'as lâché. Pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais tu vas faire des démarches pour avorter? Mais je pense pas que tu l'aies. Mais t'es sérieux? Pourquoi j'avorterais? L'autopsie n'avait pas cherché à déterminer si Marie était enceinte. Et les SMS ont jeté le trouble. À l'issue de l'audience, le père de Marie semble perdu. Est-ce que dans votre esprit, il y a la place pour un autre coupable? Il y a toujours des suppositions, il y a toujours des... On peut toujours penser qu'il y a quelqu'un. Je sais pas. En fait, je sais plus. Le président de la cour d'assises décide de convoquer ce petit copain pour qu'il vienne s'expliquer. Non, je pense qu'on a dû aller le chercher. L'ex-petit copain est bien à l'audience. Junior, 20 ans, est étudiant en BTS dans les Yvelines. À la barre, le jeune homme minimise la dispute et explique que Marie disait être enceinte pour faire pression sur lui et qu'ils se remettent ensemble. À l'issue de l'audience, Jean-Baptiste, le demi-frère de Marie, va à sa rencontre. Tu vois, tout ce que tu as dit, clairement, parce que là, après l'affaire est clôturée, tu vois. Les gens peuvent se dire, par exemple, que ça se trouve, elle est morte parce qu'elle était enceinte, etc. Donc non, mais je suis venu et moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y avait eu des relations sexuelles, mais ça s'arrêtait vraiment à des préliminaires poussés. Et donc c'était impossible parce que j'étais pas allé plus loin. Pour moi, c'était pas possible, c'était impossible. Le jeune homme s'est montré convaincant devant la cour. Anita Varnereau redevient aux yeux des jurés l'unique accusée. Même si après 4 jours de procès, aucun mobile n'a pu être établi, dans la soirée, le verdict tombe. Anita Varnereau est déclarée coupable de l'assassinat de sa fille et condamnée à 20 ans de prison. Jean-Luc et Jean-Baptiste restent perplexes, avec toujours autant de questions sans réponse. D'accord. Mais nous, tout ce qu'on attendait, c'était des aveux. S'il y avait aveu à faire, ou savoir ce qui s'est passé. On a eu quelques explications, mais on s'attendait à mieux. Lydie est abattue. Vous lui avez dit quoi? Je l'ai embrassée, elle m'a dit simplement, elle nous a dit j'espère que vous les croyez. Voilà. Anita Varnereau a fait appel du verdict. Son avocat a demandé de nouvelles expertises, notamment du téléphone de Marie. C'était la semaine dernière à Seclin, dans le Nord. Au premier rang de cette marche blanche, une famille endeuillée qui pleure Ruby, une fillette de 2 ans et demi qui serait morte sous les coups de son beau-père. Derrière les proches, 350 habitants bouleversés par le drame.
suis maman et que mon cœur de maman est serré quand j'entends des nouvelles comme ça. Et en plus, on la connaissait. Elle était mignonne, cette petite. Des enfants, ça se chérit. Des enfants, on veut les voir grandir. Des enfants, ça crie, ça joue, ça... Mais c'est pas ça, des enfants. Les enfants, 2 ans et demi, ça disparaît pas comme ça. Elle me la réclame tous les jours. Maman, je veux aller jouer avec Ruby. C'est sa petite copine. Voilà, petite sœur de sa petite copine, mais on était ensemble, je la gardais de temps en temps aussi. Du coup, ça fait mal au cœur. Lorsqu'elle est retrouvée morte à son domicile le 17 août dernier, Ruby présente de multiples traces de au visage. Sa mère, Marine, 25 ans, et son beau-père, Dylan, 23 ans, ont été mis en examen et incarcérés. Que s'est-il passé dans le secret de cet appartement? Comment ce jeune couple en est-il arrivé à un tel drame? Marine et Dylan vivaient ensemble depuis 2 mois dans cet immeuble d'un quartier défavorisé de Seclin, à 20 minutes au sud de l'île. Marine a 3 enfants, issus d'une précédente union. Ruby avait une sœur de 5 ans et demi et un frère de 7 ans. La mère de famille ne travaille pas, son nouveau compagnon non plus. Annabelle, une habitante du quartier, était amie avec Marine depuis leur rencontre au mois de mars. Je sais pas pourquoi, mais il y avait une connexion entre nous deux. Et vu qu'on avait des enfants, on a des enfants, donc on se lâchait plus, quoi. Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle? La manière de parler. Elle avait les mots pour te rassurer. Elle était gentille, calme. Elle adorait le shopping. Annabelle appréciait également beaucoup Ruby. Elle était super gentille, câlineuse, calme, joyeuse, tout. Tout qu'un parent qui aimerait avoir une petite fille comme ça. Marine habitait déjà ce logement social avant de rencontrer Dylan. La famille de la jeune femme n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Dans l'immeuble, Marine et ses enfants n'avaient pas attiré plus que ça l'attention des voisins. On entendait les gosses crier comme tout enfant, quoi. C'était des pleurs classiques, quoi, un enfant. On apprend comme on peut dans tout le bâtiment, quoi. Mais on est habitué, quoi. On s'inquiétait pas plus que ça. Mais non, j'aurais jamais imaginé que c'était comme ça, quoi. Très présente sur les réseaux sociaux, Marine donnait pourtant parfois l'impression dans le quartier de ne pas faire très attention à ses enfants, notamment lorsqu'elle se promenait en famille. C'était une belle jeune femme. Ah, très belle. Belle jeune femme. Ah oui. Elle un peu... toujours dans le téléphone, mais c'est la jeunesse. Pour nous. Pour nous, c'est la jeunesse. Donc en fait, des fois, on était effrayés parce que la plus jeune était en avant et elle se rendait pas compte. Des fois, on lui faisait la réflexion parce que c'était dangereux. Avant de rencontrer Dylan, Marine et ses enfants ont fait l'objet de 2 signalements auprès des services sociaux. Un premier en 2019, classé sans suite. Un second cette année était en cours auprès d'un juge des enfants. Ni la justice, ni les services sociaux n'ont accepté de nous répondre. Au téléphone, un proche étaye ses soupçons de carence éducative. À l'école, le petit disait qu'il mangeait que des gâteaux et des chips, matin, midi, soir. La petite Ruby qui tombait dans l'escalier et qui était sur son téléphone, j'ai dû lui dire « Marine, ta fille est tombée ». Elle n'a pas couru, elle a dit « ça va aller ». C'est dans ce contexte que Dylan arrive dans la vie de Marine en juillet dernier. Vicky, une mère de famille de 30 ans, le croise alors en bas de son immeuble. Il disait qu'il s'appelait Yacine. Il disait que ses parents ils étaient morts, qu'il habitait en Albanie et qu'il s'était fait adopter à Marseille et que sa famille d'accueil à Marseille avait coupé les ponts avec lui. On y a tous cru. En réalité, Dylan a grandi dans cette petite ville, à seulement quelques kilomètres de Seclin. Et ses parents sont bien vivants. Ils ont refusé de nous rencontrer, mais nous ont raconté leur histoire. Il a mal tourné au collège. Il est tombé dans le canal. Ses dealers venaient jusqu'à chez nous le menacer et nous demander de payer ses consommations. Il nous a fait vivre un enfer.
Nous n'avons plus de contact avec lui depuis 3 ans, quand nous l'avons mis à la porte. Suite à son expulsion du domicile familial, Dylan aurait erré de foyer en foyer. Il écope d'une amende pour usage de stupéfiants, n'a jamais été incarcéré, ni même impliqué dans des affaires de violence. Selon l'avocate qui l'assiste aujourd'hui, Dylan aurait trouvé stabilité et amour auprès de Marine et ses enfants. Il dit qu'il aimait beaucoup Ruby, il s'en est beaucoup occupé. D'ailleurs, il dresse un portrait très élogieux d'elle. C'est une petite fille à laquelle il était profondément attaché. Sa compagne lui confiait souvent les enfants, c'est lui qui s'en occupait au quotidien. Et d'ailleurs, 2 des enfants, non pas Ruby, mais les 2 plus grands, l'appelaient papa. Donc, c'était pas son souhait spécialement, mais donc effectivement, il y a quand même un lien fort entre lui et les enfants. Tout aurait basculé le soir du 11 août dernier. Un ami rend visite au couple. Ruby présente des traces de coups. Il prend une photo que nous avons pu consulter. La fillette a une bosse et des rougeurs au visage. À son copain et à Marine, Dylan affirme avoir été agressé avec Ruby par des inconnus en bas de l'immeuble. 3 jours plus tard, l'ami revient dans l'appartement. Ruby est méconnaissable. Comme en atteste une seconde photo que nous avons également vue, le visage de la fillette est couvert d'hématomes. Elle a les yeux mi-clos. L'ami ne donne pas l'alerte, pas plus que Marine ou Dylan, qui se rend seulement dans cette pharmacie pour acheter de la pommade. Le 17 août, 6 jours après la première photo, Vicky entend de l'agitation devant chez elle. On a vu la police devant et le SAMU et du coup je suis sortie. Puis la maman elle pleurait, elle pleurait beaucoup. Et lui pleurait aussi? Non. Le couple vient finalement d'appeler les secours, mais trop tard, car Ruby est décédée. Dylan et Marine sont placés en garde à vue dans ce commissariat. Dylan n'évoque plus une bagarre et reconnaît être le seul responsable des blessures de Ruby. Il parle d'un fait isolé, effectivement. De faits isolés, on n'est pas sur des violences récurrentes au quotidien, etc. C'est quelque chose qui n'était absolument pas prémédité, qui n'était pas souhaité, qui n'était pas voulu, tout simplement. Il l'explique par un geste accidentel qui aurait dû entraîner un certain nombre de soins vitaux qui n'ont pas été prodigués à l'enfant. L'avocate refuse d'en dire plus sur la nature de ce geste accidentel. Des expertises ont été diligentées pour savoir s'il s'agit, comme Dylan le prétend, d'un geste isolé ou s'il a frappé Ruby à plusieurs reprises, comme le laisse penser l'autopsie. Reste une question. Pourquoi le couple n'a-t-il pas appelé les secours? L'avocat de Marine n'a pas souhaité nous parler. En garde à vue, la jeune femme a expliqué que son compagnon l'avait menacée de représailles si elle donnait l'alerte. Selon son avocate, Dylan rejette lui la faute sur Marine, qui aurait eu peur de se faire retirer la garde de ses enfants. On a 2 thèses qui se confondent, celle de madame, celle de monsieur. En tout cas, les explications de monsieur, c'est de dire que madame l'en a empêché. Voilà. Que lui, il a alerté sur l'état de santé. Et effectivement, lui, il s'est contenté d'aller à la pharmacie, mais à la demande de madame qui ne souhaitait pas, selon ses dires évidemment toujours, qui ne souhaitait pas se rendre aux urgences ou qui ne souhaitait pas consulter un médecin ou quoi que ce soit. La mère de Ruby indique qu'il l'en a empêché. Voilà, bon. Il y a des éléments au stade de l'instruction qui démontrent que madame était libre de ses mouvements, qu'elle était sortie à plusieurs reprises du domicile, donc bon, a priori qu'elle avait en tout cas toute l'attitude d'aller déposer plainte à un commissariat, ce qui n'a pas été fait. Dylan est poursuivi pour homicide volontaire. Marine, pour défaut de soins, non-dénonciation de crime et non-assistance à personne en danger. Présumés innocents, ils encourent tous 2 une peine maximale de 30 ans de prison. Ruby a été inhumée dans l'intimité familiale vendredi. Elle me manque.
Elle me manque. La famille de Léa doit faire face à l'horreur. Un mois que la fillette est morte dans des circonstances tragiques. Si sa grand-mère laisse échapper sa peine, sa maman, Blandine, ne réalise toujours pas. On a l'impression qu'elle est partie en vacances et puis qu'elle va réapparaître et puis non. Il y a beaucoup de peine. Puis de revoir après les photos et de s'imaginer les souvenirs. C'est toujours dur. Elle n'aimait pas me voir pleurer donc. Un petit lapin est semé dans les jardins, cherchez-moi tout petit. Léa allait fêter ses 4 ans. Elle est morte asphyxiée. Son père, Cédric Mailleux, est l'unique suspect et il est aujourd'hui introuvable. Jamais je me serais doutée de ça. Non, non. C'était un papa attentionné qui faisait des activités avec elle, qui s'en occupait plutôt bien. Parfois, même quand je la récupérais, elle voulait pas partir, elle voulait rester avec lui. Comment cet homme qui semblait tant aimer sa fille a-t-il pu commettre un tel acte? Quand il rencontre Blandine, il a 26 ans, elle 18. Tous deux travaillent dans le même restaurant. En 2012, ils deviennent parents et la même année, ils se marient. Le couple s'installe au bord du lac Léman dans cette petite copropriété. Et pendant 3 ans, rien ne semble pouvoir altérer leur bonheur. Mais Cédric boit, et de plus en plus. Début 2015, la situation devient intenable selon Blandine. Il était tellement pris dans l'alcool qu'il rentrait plus et qu'il s'occupait plus de nous. Donc au bout d'un mois comme ça, j'ai décidé d'arrêter. Pour moi, pour ma fille. Parce que je voyais qu'elle commençait à grandir et que c'était plus possible pour elle. Il y a bien un moment où elle se rende compte de ce qu'elle avait autour d'elle et non, je voulais pas. En juin 2015, Blandine quitte le domicile conjugal avec sa fille pour se réfugier chez Marie. Cette amie et ancienne voisine du couple qui préfère rester anonyme, voit alors Cédric devenir très agressif. Je pense qu'il n'a jamais accepté la séparation avec Blandine. Et dès ce jour, il lui a fait vivre la misère. Il lui envoyait des messages juste horribles en la menaçant, en la harcelant, en disant que si elle ne revenait pas, qu'il allait arriver quelque chose de grave. Cédric envoie des dizaines de SMS par jour et il se sert de la petite Léa pour effrayer Blandine. Je vais pourrir ta vie, crois-moi. Léa, tu la verras plus. Je suis prêt, t'as pas tout vu. Tu vas pleurer tous les jours. Profite, tu vas voir. Je te promets le pire. Blandine entame une procédure de divorce. En janvier dernier, pour apaiser la colère de Cédric, elle consent à une garde alternée. La fillette vit la moitié du temps chez son père. De son côté, Blandine s'est installée avec Kevin, son nouveau compagnon, et son petit garçon. Une belle photo de famille recomposée que Cédric ne supporte pas. Il fait quoi? Je sais pas. Il crève mes pneus. Un soir, Blandine et Kevin le surprennent en bas de leur immeuble. Cédric s'en prend à leur voiture. Il doit être en train de dégonfler les pneus. Cette fois, Blandine porte plainte. Elle a peur, mais elle doit toujours voir Cédric pour lui remettre Léa. Alors, pour se protéger, elle choisit des lieux de passage comme cette station-service. 48-72, s'il vous plaît. Merci. Une journée d'avril dernier, Anthony le pompiste assiste à un échange violent entre la jeune femme et Cédric. D'un coup, il commence à lever les bras, à s'approcher de Blandine. Je vois que Blandine recule, qu'elle essaie de l'éviter. Elle fait même le tour de la pompe à un moment parce qu'il la suit. Et il commence vraiment à devenir très agressif.
Et elle va pour partir et carrément, il saute carrément sur son capot et il s'accroche dessus. Donc elle part et je la perds de vue. Et puis 2 minutes après, je la vois revenir et il est encore sur le capot, mais de l'autre côté de la route. Et je me dis, mais non, mais c'est pas réel, quoi. Blandine parvient à s'enfuir avec sa fille et se rend directement au commissariat. Cédric est placé en garde à vue. Son avocate commise d'office, Cécile Planchot, le rencontre quelques heures et découvre un homme perdu. Je pense que c'est un homme qui est accablé par la situation qu'il a créée et les conséquences que ça peut avoir dans sa relation avec son enfant. J'ai l'impression que quand je lui parle, il m'entend, mais que c'est comme si ça allait au fond d'un trou vide qu'il reçoit mais qu'éventuellement il n'assimile pas forcément ce que je suis en train de dire. Devant son avocate, Cédric semble blessé dans son orgueil. On lui demande un divorce parce que c'est basé sur soi-disant un problème d'alcool qu'on lui reprocherait. Et puis qu'en fait, très vite, après que madame quitte le domicile conjugal dans lequel lui reste, il découvre qu'il y a un autre homme. Et je pense que ça, éventuellement, ça explique le harcèlement. Il ne décolère pas d'avoir été pris pour un con. Blandine veut désormais obtenir la garde exclusive de sa fille. Mais l'audience n'est prévue qu'1 mois plus tard, mi-juin. En attendant, elle n'a pas le choix et doit remettre Léa à son père. Le mardi, je la ramène à l'école, le mardi matin. Et puis le mardi soir, je suis là pour la récupérer avec ma maman. Et on y va et il est devant l'école. Donc voilà, il a le droit de la récupérer. Donc c'est lui qui la prend. C'est la dernière fois que Blandine verra sa fille. Le lundi suivant, Cédric ne dépose pas Léa à l'école. Et en fin d'après-midi, le corps sans vie de la fillette est découvert dans son lit, chez son père. Elle serait morte étouffée. Cédric, lui, est introuvable. Il est parti sans téléphone ni carte bancaire. Une quarantaine de gendarmes et 2 hélicoptères sont mobilisés pour le localiser. Mais seule sa voiture est retrouvée 2 jours plus tard sur ce parking, à 10 km de son domicile. Un automobiliste déclare ensuite l'avoir prise en stop pour le déposer à proximité de la gare d'Annemasse. Depuis, plus aucun signe de vie. À l'exception d'une lettre manuscrite que Blandine a reçue 5 jours après le drame. Impossible de connaître son lieu d'expédition, mais pour le procureur, il y a peu de doute sur son authenticité. C'est une lettre en quelque sorte de revendication, en termes de laquelle le père dit en substance, je lis, j'avais noté les mots, mais tu as voulu une nouvelle vie, maintenant tu l'as mais sans Léa, tu as perdu ce que tu aimes le plus au monde, je suis très heureux de te savoir malheureuse. Et c'est l'essentiel du contenu de cette lettre. Il se réjouit d'avoir rendu malheureuse celle dont il a eu un enfant. Jusque-là, Cédric Mailleux était un homme sans histoire. Pour sa famille, ce drame est incompréhensible. Ça, c'est le Cédric d'avant, quelqu'un de joyeux, toujours souriant, avec des enfants, vous voyez, toujours aimant. Le Cédric d'avant, quoi. Seule sa sœur jumelle a accepté de se confier, mais à visage caché. Pour elle, les soupçons qui pèsent sur son frère sont très éloignés du père et du mari comblé qu'elle a connu. Ils étaient très heureux, très, très amoureux, un papa aimant avec sa petite, avec sa femme aussi. Hein, ils ont vécu de très, très, très bons moments. Jamais, mais vraiment, on aurait pu penser ça, mais jamais, jamais, jamais. Parce que jusqu'au bout, et je suis persuadée jusqu'à la dernière seconde, il a aimé sa fille. Nous, on est quand même sûrs qu'il lui a mis des médicaments pour dormir, là, les anxiolytiques, ou alors... je pense qu'il c'est ça, pour moi, elle est morte comme ça. Pour moi, il se dit psychologiquement, le papa, je l'ai endormi, je ne l'ai pas tué. Je pense que dans l'état où il était, pour lui, il l'a endormi et elle n'a pas souffert. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle n'a pas souffert. Et puis après, il l'a mis dans son lit, et il l'a couverte, lui a mis sa tutu de son doudou. Et puis il est parti. Où est Cédric Mailleux aujourd'hui? Est-il toujours en cavale? Ou s'est-il...
Autant de questions qui hantent Blandine. Mon attente, c'est de le retrouver principalement, mort ou vivant, bien sûr. Vivant, je préférerais pour pouvoir le regarder droit dans les yeux, dans ce box. Et puis voilà, de le voir condamné pour m'avoir enlevé ma princesse. La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour retrouver la trace de Cédric Mahieu. Il est aujourd'hui visé par un mandat d'arrêt international. Depuis 3 ans, Nicolas Chafoulet cherche à connaître la vérité sur la mort de sa fille. Une affaire qui a bouleversé la France. Ce vendredi, il a rendez-vous avec son avocat, Maître Fribourg, pour se préparer au procès qui débutera demain. Donc il y a les jurys qui sont appelés, qui sont tirés au sort. Et vous serez entendu avec votre maman. La fille de Nicolas Chafoulet s'appelait Fiona. Elle avait 5 ans. La mère de l'enfant, Cécile Bourgeon, a fait croire à sa disparition pendant 4 mois. Aujourd'hui, elle est accusée avec son nouveau compagnon d'être responsable de sa mort. Mais le mystère demeure sur les circonstances exactes du drame. Ça fait 3 ans et demi qu'elle raconte n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Tout sauf la vérité. Quand vous racontez un mensonge énorme comme ça pendant 4 mois, c'est que derrière, il y a quelque chose de plus gros. Ce que je veux savoir, c'est où est ma fille, ce qu'ils lui ont fait et pourquoi ils ont fait ça. En 2013, Cécile Bourgeon vit à Clermont-Ferrand avec son nouveau compagnon, Berkane Maklouf, et les 2 filles qu'elle a eues avec Nicolas Chafoulet. Le dimanche 12 mai, en fin d'après-midi, la jeune fille appelle la police pour signaler la disparition de Fiona, son aînée, dans ce parc. Elle raconte s'être assoupie une vingtaine de minutes. À son réveil, la fillette aurait disparu. Immédiatement, des moyens exceptionnels sont engagés pour retrouver l'enfant. Un hélicoptère équipé de caméras thermiques survole les 26 hectares du parc. Des centaines de policiers et de militaires ratissent les lieux. Allez. Les Clermontois se mobilisent. C'est pour savoir si tu peux mettre l'affiche éventuellement sur la porte pour qu'on puisse avoir des suites. Cécile Bourgeon, elle, s'adresse aux médias. Elle est enceinte de 6 mois et semble effondrée par la disparition de sa fille. Allez, c'est à vous de... Donc je lance un appel à tout le monde pour tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un appel au secours. Et puis voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc qu'on a vraiment besoin d'aide, quoi. De soutien, d'aide. Les policiers doutent de la sincérité de ses larmes. D'autant que Cécile Bourgeon présente une personnalité fragile. Cette jeune femme de 26 ans, qui enchaîne les petits boulots, est toxicomane depuis l'adolescence. Et depuis quelque temps, elle semble vivre à l'écart avec son nouveau compagnon. On le voit sur ces images face à des journalistes, quelques jours après la disparition de Fiona. Lui aussi est toxicomane. À 32 ans, il a été condamné plusieurs fois pour violence et trafic de drogue. Je suis en train de péter un plomb. Nous-mêmes, déjà, on veut retrouver notre gamine. On sait pas où est notre pépette. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'est pas en train de devenir fou? On est en train de devenir fou déjà dans l'appartement. Alors arrêtez. Les policiers découvrent plusieurs éléments troublants. 4 jours avant sa disparition, une employée de ce cinéma dit avoir vu Fiona avec le visage méfié. On l'aperçoit sur ces images de vidéosurveillance prises le même jour à proximité du cinéma. Fiona porte un bandeau sur la tête
il dissimule un hématome. En perquisitionnant chez Cécile Bourgeon, les enquêteurs découvrent que le couple a consulté la veille de la supposée disparition de Fiona cet avis de recherche. Des enfants ayant échappé à la vigilance de leurs parents dans un parc, le même scénario que celui raconté par Cécile Bourgeon. Les policiers vont attendre 4 mois, jusqu'à l'accouchement de Cécile, pour placer les amants en garde à vue. Le 24 septembre 2013, à Perpignan, où le couple a déménagé, les enquêteurs les arrêtent. Cécile, la mère de Fiona, craque. Elle avoue avoir menti. Sa fille n'a pas disparu. Elle est morte. Madame Bourgeon déclare que dans la nuit ou dans la soirée de samedi à dimanche, alors qu'ils étaient dans l'appartement avec les 2 enfants, Monsieur Berkane Makhlouf a porté un coup à Fiona à la tête. Voilà. Et que le lendemain, au réveil, Fiona a été découverte morte dans son lit. Berkane Makhlouf, lui, reconnaît simplement avoir donné une fessée à Fiona. À son tour, il accuse sa compagne d'avoir frappé la fillette à la tête la veille de sa mort. Qu'ont-ils fait de son corps ? Sur cette question, le couple livre la même version. En découvrant Fiona morte dans son lit, ils auraient pris la direction du lac d'Eda, à une 20aine de kilomètres de Clermont-Ferrand. C'est Cécile Bourgeon qui conduit. Fiona aurait été placée dans un sac à l'arrière du véhicule. Berkane Makhlouf aurait ensuite enseveli le corps de la fillette dans un sous-bois. Ces révélations provoquent la colère des Clermontois qui s'étaient mobilisés pour retrouver la fillette. Les 2 amants sont mis en examen pour violence volontaire et incarcérés. Pendant 4 mois, on a fait des recherches et tout. Et puis maintenant, cette sale de David, c'est la honte. Dans les mois qui suivent, à 3 reprises, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf sont extraits de leur cellule pour être transportés sur les lieux où l'enfant aurait été enterré. Mais à chaque fois, ils hésitent. Ni l'un, ni l'autre n'est capable d'indiquer un endroit précis. Sans corps, pas d'autopsie, impossible de connaître les causes exactes de la mort de Fiona. Berkane Makhlouf et Cécile Bourgeon cherchent-ils à cacher quelque chose ? Fiona a-t-elle été victime de violences répétées ? Était-elle devenue le souffre-douleur du couple ? Nicolas Chafoulet, le père de la fillette, se souvient d'un après-midi passé avec Fiona, 7 mois avant sa mort. Elle me dit, mot pour mot, le copain à maman, il m'a fait mal. Elle a rien du tout, pas de traces et elle en dit pas plus. Quand je vais pour la rendre à sa mère, je la prends à part, je lui dis que la petite m'a dit ça. Elle commence à s'énerver en me disant que c'est pas vrai, que la petite raconte des conneries, que il lui a jamais fait mal, que c'est pas vrai. Elle a appelé son compagnon, ça a été un scandale, une pugilat. À peu près à cette époque, le comportement de Cécile envers sa fille aurait changé. C'est en tout cas ce que raconte l'une de ses meilleures amies, qui voyait souvent Fiona. Elle était de plus en plus mal habillée, elle était de plus en plus maltraitée verbalement par sa mère. Par exemple, comme une fois où on était dehors et Fiona jouait dehors tranquillement avec d'autres enfants et Cécile s'est mise à s'énerver sans raison apparente après Fiona en disant je peux plus te voir, tu ressembles trop à ton père, tu me bouffes la vie, tu bouffes mon quotidien.
Elle lui faisait plus de câlins spécialement. Enfin, je la voyais plus lui faire des petits bisous, de s'amuser avec elle, de l'emmener au parc. On voyait plus tout ça. C'était terminé. Voilà, c'était plus une maman. Pour les avocats de Cécile Bourgeon, Gilles Jean et Renaud Portejoie, ce comportement cacherait un traumatisme. 1 an avant la mort de Fiona, leur cliente a été violée par l'un de ses amis. Le procès s'est tenu en septembre dernier. Cécile est apparue métamorphosée après 3 ans passés derrière les barreaux. Son agresseur a été condamné à 14 ans de prison. Et elle dit très justement, d'ailleurs, pour situer ce drame dans sa vie, ce viol a été le début de ma descente aux enfers. Et à partir de ce moment-là, je n'ai jamais repris mes marques dans la vie quotidienne. Il y avait une toxicomanie qui était préexistante au viol, mais il y a une toxicomanie qui s'est accélérée à partir du moment où elle a été violée, et une forme de dérive. Une forme de dérive avec les conséquences que nous connaissons, et notamment son impossibilité de protéger sa fille. Maman fragile, Cécile aurait-elle pu devenir maltraitante? Françoise ne peut pas l'imaginer. Elle est la mère de Cécile, la grand-mère de Fiona. Nous l'avions rencontrée en mai 2014. Non, elle n'a pas ses enfants. Elle n'a jamais frappé ses enfants. Non, un caprice ou autre, oui, t'es puni, tu vas dans ta chambre, mais je ne l'ai pas vu aller taper, mettre des coups à ses filles. Hein. Non. Selon elle, sa fille était sous l'emprise de Berkane Makhlouf. On a commencé à le voir sous son vrai jour, c'est-à-dire avec ses moments de colère, avec ses insultes verbales, limite à vouloir se bagarrer, voilà. Et là, Cécile avait changé. Là, elle était en retrait. Elle était toujours derrière lui. Quand il parlait, il disait « un Cécile ». Alors elle, toujours « oui ». Elle disait jamais non. De toute façon, elle était toujours de son côté, alors que je suis sûr qu'elle n'était pas tout le temps d'accord avec lui. Une version que Cécile Bourgeon confirme dans cette lettre, que sa mère nous a transmise. Berkane nous tapait. Il est très violent. L'homme que j'aimais, en qui je croyais malgré tout. Et je n'ai pas vu à temps tous les dégâts qu'il a fait. 4 mois de mensonges, où je m'y suis même crue, sous l'emprise d'un homme qui me faisait peur. Peur de sa violence, qui en a tué ma fille. Ces accusations, Berkane Makhlouf ne les comprend pas. Il clame son innocence. Il aimait Fiona. Aujourd'hui, son avocat dénonce le rôle de bouc émissaire qu'on voudrait lui faire jouer. Pour ramener le calme, il allait jusqu'à lui donner quelques tapes sur les fesses, exclusivement. Il a pu effectivement être amené à gronder Fiona, en particulier dans des relations un petit peu turbulentes avec sa sœur Eva, mais M. Makhlouf conteste avoir été un beau-père violent. Comment est morte Fiona? Qui l'a frappée? Le père de la fillette et son avocat sont convaincus que les 2 amants mentent et qu'ils sont tous les 2 responsables. Selon eux, Fiona est morte bien avant le dimanche. Et le simulacre de disparition n'a pas été improvisé. Le dernier jour où on sait que Fiona est vivante, c'est le mercredi. Et puis il y a cette amnésie du jeudi, cette amnésie du vendredi, cette amnésie du samedi et les mensonges le dimanche. C'est un scénario qui est préparé, qui est maturé, qui est macéré. C'est pas fait dans la précipitation. On peut pas se préparer le dimanche matin à faire ce scénario le dimanche après-midi. C'est juste incroyable. Pour Nicolas Chafoulet, Cécile sait forcément où se trouve le corps de leur fille. C'est pas possible. Elle se rappelle trop bien de certaines choses et comme par hasard pas d'autres. Ça s'appelle de la mémoire sélective, c'est pas une amnésie. Donc, oui, elle sait où il est, elle sait ce qu'ils ont fait, ils savent tout. Autant lui qu'elle, tous les 2, ils savent ce qu'ils lui ont fait exactement et où ils l'ont mis. À partir de demain, Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf comparaîtront devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Ils risquent 30 ans de réclusion criminelle.
La justice s'est donné 15 jours pour essayer de connaître enfin la vérité sur la mort de la petite Fiona. Ils sont plusieurs centaines. En silence, ils vont marcher jusqu'à la plage, là où était retrouvé le corps d'une petite fille. L'hommage, hier après-midi, des habitants de Berck-sur-Mer, à une enfant dont la mort les a révoltés. Petite princesse, on ne connaît ni ton prénom ni l'endroit d'où tu viens. Tu es dans nos cœurs à tout jamais, on t'aime. Il faut que tu saches, princesse, que jamais nous n'oublierons ce triste mercredi, que sur notre belle plage, une petite princesse est devenue un ange. Alors qu'ils se recueillent sur la plage, au même moment, la mère de la fillette avoue l'impensable, au terme d'une enquête qui aura tenu la France en haleine pendant 10 jours. Mercredi 20 novembre, à 8h du matin. Le jour se lève à peine quand 2 pêcheurs de crevettes aperçoivent une masse sombre sur le sable. Je lui dis comme ça, c'est bizarre, on dirait un phoque. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, je lui dis non, c'est quelqu'un, c'est une personne. L'homme à la casquette souhaite rester anonyme. Ce matin-là, il parcourt les derniers mètres tout seul. Elle était là, ici. Là. Et fait une effroyable découverte. Elle avait la tête contre le sol, elle était échouée. La mer, elle avait passé peut-être à 1 mètre au-dessus. Je l'ai retournée comme ça, mais elle était déjà bien froide. Et bon, quand j'ai vu que c'était un enfant, ses joues bien roses, un peu de sang au niveau du nez, et puis c'est dur, quoi. Le corps est celui d'une fillette, âgée de 15 mois. L'autopsie montrera qu'elle est morte noyée pendant la nuit. Berck-sur-Mer est une station balnéaire de la côte d'Opale, désertée par les touristes à cette période de l'année. La nouvelle de la découverte de cet enfant fait rapidement le tour de la ville. Et à 17h, l'enquête va connaître son premier rebondissement. Le patron de cet hôtel appelle la police, intrigué par le comportement de la seule cliente qui a dormi chez lui. La femme, arrivée de Paris avec sa fille la veille au soir, est repartie toute seule le matin même. L'hôtelier décrit à la police une femme noire entre 30 et 40 ans. Il communique même le nom qu'elle a laissé à la réception. Il s'agit de Madame Cabou. Autre élément troublant, une poussette est retrouvée dans ce mini-golf, juste en face de l'hôtel. La police vérifie les bandes de vidéosurveillance. À Berck, cela ne donne rien, alors les policiers élargissent la recherche à la gare du Nord à Paris. C'est de là que partent les trains pour Berck-sur-Mer. La gare compte 580 caméras. Les enquêteurs vont éplucher des heures d'enregistrement avant de repérer cette femme. Elle correspond à la description faite par l'hôtelier. Mais ce qui va frapper les policiers, c'est la combinaison portée par l'enfant qui voyage avec elle. C'est la même que celle de la fillette retrouvée sur la plage. La combinaison, la poussette, la femme, tout correspond. Des prélèvements ADN effectués sur la poussette vont même apprendre aux enquêteurs qu'elle est la mère de la fillette. Grâce à la vidéosurveillance, la police retrace son parcours depuis Paris. Après un trajet de 2h30, elle arrive à la gare de Rang-du-Fliers, mardi 19 novembre en milieu d'après-midi, et prend le bus pour Berck. Ce jour-là, c'est Xavier Fromentel qui conduit. Le chauffeur, qui a été interrogé plusieurs fois par la police, se souvient très bien de cette passagère et de sa petite fille. La dame était avec sa fille dans les bras juste derrière moi et j'avais une autre cliente. Qui était où? Qui était juste à côté, ici. Donc elles ont discuté. La dame lui a dit « Il est mignon votre garçon ?» Et c'est là qu'elle lui a répondu « Non, non, c'est une petite fille, elle a 18 mois et elle ne marche pas encore. » Et elle n'a pas dit « C'est ma fille,
Elle n'a pas dit explicitement que c'était sa fille, quoi. La discussion, cordiale et détendue, va se poursuivre pendant une bonne quinzaine de minutes, la durée du trajet jusqu'à Berck. Elle avait l'air calme, pas du tout stressée ni énervée. La dame a dit qu'elle venait de Paris, qu'elle venait passer quelques jours à Berck-sur-Mer pour venir voir la plage. Donc avec mon bras, je lui ai indiqué la direction de la plage, quoi, parce qu'elle voulait à tout prix vraiment, apparemment, vraiment aller vers la plage, quoi. Alors qu'il pleuvait? Alors qu'il faisait un temps, il pleuvait, ouais. La femme traverse le centre-ville à pied. Et près de la plage, elle discute avec un autre homme. Très marqué par cette affaire, il accepte de nous parler, à condition de rester anonyme. Elle avait une poussette, elle m'a demandé s'il y avait des hôtels ici à Berck. Alors c'est tout, je lui ai dit, bah oui, il y a des hôtels, bon. Donc je lui ai dit, bah regardez, il y a un hôtel qui vous tend les bras. Elle m'a remercié très poliment d'ailleurs. Je ne peux pas imaginer un seul instant que cette femme-là, le lendemain matin, on allait retrouver le gosse sur la plage. La femme prend une chambre dans cet hôtel. Le patron, lui aussi traumatisé par ce drame, n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Mais il nous a décrit sa rencontre avec sa cliente. Dès son arrivée, vers 17 h, elle prend soin de lui annoncer qu'un de ses proches doit passer récupérer la petite dans la soirée. Ensuite, elle monte dans sa chambre avec sa fille. Le lendemain, 1 heure après la découverte du corps de la fillette, la mère quitte l'hôtel tranquillement et rentre à Paris en train. Toujours grâce aux caméras de surveillance, la police reconstitue son trajet, mais elle perd sa trace ici, dans les couloirs du RER de la gare du Nord. Pendant 10 jours, 80 policiers sont mobilisés pour tenter de la retrouver. Après la diffusion de cet avis de recherche, tous les appels sont centralisés dans cette salle, en région parisienne. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette personne que vous avez vue avec ce bébé dans une poussette? En recoupant une centaine de témoignages et grâce au nom que la femme avait laissé à l'hôtel, les policiers trouvent enfin une piste. Avant-hier soir, à Saint-Mandé, en région parisienne, ils interpellent une femme de 36 ans. Cette Française, d'origine sénégalaise, habite ici, au rez-de-chaussée. Placée en garde à vue, elle reconnaît que c'est bien elle, la mère de l'enfant. Elle avoue avoir sa fille sur la plage de Berck. Ici, tous les voisins tombent des nues. Celui-ci habite au premier étage. Pour lui, c'était une femme très discrète, sans histoire. Quelqu'un vraiment d'avenant, de souriant, voilà, bonjour avec le sourire, voilà, un petit mot gentil pour ma fille, oh, bonjour, ça va, enfin voilà. À aucun moment on aurait pu faire le rapprochement entre les photos et cette dame. Cette dame s'appelle Fabienne Cabou. C'est d'ailleurs ce nom qu'elle avait donné à l'hôtelier de Berck. Elle est sans travail, sans ressources et affirme étudier la philosophie. Elle habite dans ce loft, au fond de la cour, avec son compagnon, un sculpteur de 63 ans. Cette voisine du 5e étage se souvient de leur fillette, Adélaïde, surnommée Ada. Je l'ai aperçue une fois, il l'avait sur les épaules. Il la tenait, il me dit oh, elle aime pas trop le vent. J'ai demandé comment elle s'appelait, je lui ai touché la main. Une petite qui est un peu farouche, elle est un petit peu reculée parce qu'elle ne me connaissait pas évidemment. Mais mignonnette, bien habillée, avec un petit nœud dans les cheveux, vraiment un beau bébé. Devant les enquêteurs, Fabienne Cabou affirme que le sculpteur est bien le père, mais qu'il est hors de cause. Pour lui expliquer l'absence de la fillette, elle lui aurait menti en lui disant avoir envoyé Adélaïde dans sa famille, au Sénégal. Hier après-midi, elle est transférée au palais de justice de Boulogne-sur-Mer et mise en examen pour assassinat. Selon son avocate, elle a fait des aveux très détaillés. Je viens d'assister une jeune femme au profil psychologique tout à fait étonnant. Une femme qui, avec tout le paradoxe que cela peut
représenté dit avoir aimé profondément sa fille, qui analyse son geste, qui tente de l'analyser, qui est intelligente, qui est même particulièrement intelligente et même extrêmement cultivée, qui s'exprime très très bien, avec toutes les nuances possibles. Une femme qui, je crois, dans un moment de détresse, d'isolement, de solitude absolue, est passée à l'acte. Fabienne Cabou aurait dit aux enquêteurs ne plus pouvoir assumer la charge de cet enfant. Et selon ses aveux, elle est allée à Berck uniquement pour tuer sa fille. Le soir du mardi 19 novembre, elle aurait quitté l'hôtel après 20 heures, serait descendue sur la plage et aurait marché plusieurs centaines de mètres pour se rapprocher de l'eau. Elle déclare avoir déposé sa fille vivante sur le sable alors que la marée montait. Elle sait que sa petite ne sait pas marcher et qu'elle va mourir noyée. Comment cette femme a-t-elle pu ensuite rentrer se coucher dans sa chambre d'hôtel et repartir le lendemain comme si de rien n'était? Souffre-t-elle de troubles psychiatriques? C'est désormais l'une des questions que va se poser la justice. Fabienne Cabou est incarcérée. Elle encourt une peine de 30 ans de réclusion.